Mais enfin, la princesse, bien sûr. Elle est jeune. Elle a l'âge du rôle. 18-19, mais elle peut faire 16 sans problème. Non, la jeunesse est absolument nécessaire. Il faut comprendre la pression qui s'exerce sur cette très jeune fille innocente, même si à l'époque, on se mariait très jeune. Et aussi bien les garçons. Elle va venir, on peut la voir. Aujourd'hui, en image seulement. Plus tard, on verra. Je l'ai ici dans mon ordi à la régie. Bon. Je résume la situation pour que vous compreniez bien les différents plans d'interprétation. Vous êtes donc deux interprètes contemporains d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Attends, ça va se compliquer. Donc, on est d'accord. Ces deux interprètes contemporains jouent deux personnages historiques ayant vraiment vécu au XVIIe siècle, le grand siècle de Louis XIV, Versailles, etc. Madame de Lafayette, petite noblesse, vive, intelligente, pétillante. Monsieur de la Rochefoucauld, grande noblesse française, de son prénom François et non pas Maxime, caractère bien trempé, plus âgé, voyante avec difficulté. On a lu le script quand même. Et je te rappelle que c'est moi qui ai fait l'adaptation du roman. Mais ce n'est pas tout. Ils relisent ensemble une partie du fameux roman de l'époque, La Princesse de Clèves, qui vient d'être publié, avec par-ci par-là quelques commentaires sur sa parution, mais surtout avec, en permanence. C'est ça la difficulté d'interprétation, et je vous demande beaucoup d'attention là-dessus. Une sorte de double jeu sur l'ambiguïté de leur rapport, sur cette sorte d'amour, amitié que Lafayette et La Rochefoucauld entretiennent avec ferveur sans se l'avouer. Ils n'ont jamais couché ensemble. J'avais cru comprendre qu'ils venaient la voir tous les jours. Oui, mais non. Madame de Lafayette faisait partie du cercle de ces précieuses qui prônaient l'amour sans sexe. Bien qu'elle ait été mariée et eu 2 enfants. Ah bon, ça existait déjà, l'amour sans sexe. Les féministes n'ont rien inventé. Revenons au projet, si vous voulez bien. Donc, cette lecture est aussi pour Lafayette et La Rochefoucauld un prétexte, afin qu'ils se permettent, sans se l'avouer, oui, je l'ai déjà dit, par en dessous, vous voyez, une sorte de conversation amoureuse oblique. Vous comprenez? Donc, on doit entendre en même temps un autre texte, chargé d'un nouveau sens et d'un nouvel aveu, d'où le titre du projet, l'aveu. Et moi, je tenterai de vous indiquer les silences, les regards qui doivent suggérer l'effet de miroir. Oui, mais je joue Madame de Lafayette, comme ça, en robe noire contemporaine, comme tu nous as demandé de nous habiller. Mais oui, on s'en fiche de ça, des costumes, des falbalades, de la représentation véridique. Alors, ça sera peut-être pour le film, ça plus tard, on verra. Mais là, pour l'instant, on est au théâtre. Et on est dans le texte. Je comprends. Ce n'est pas à toi qui écris que je vais apprendre ça. Le texte, rien que le texte, et en même temps, l'interprétation intérieure, profonde, double, triple, bien sûr. Oui, mais comme on lit et qu'on n'a pas pris le texte par cœur, même si je le connais bien et pour cause, si je lis, j'ai besoin de lunettes. Et moi donc, tu imagines. Je viens de vous expliquer qu'il s'agit d'une lecture, ou plutôt même d'une relecture, ou d'ailleurs, vous allez lire plusieurs personnages. Donc, pour lire. Ben oui, les lunettes, on s'en fiche. Bon, sauf pour les scènes directes de Lafayette et La Rochefoucauld. Celles-là, vous les avez apprises, j'espère. Ah oui, oui, pas de problème. On est des pros, enfin. Bon, ben alors, sans les manuscrits, puisque là, vous jouez. Ah. Mais enlevez vos lunettes. Bon. On a épuisé toutes les raisons de ne rien faire. Alors, on y va. Petit salon de lecture dans la bibliothèque de Madame de Lafayette qui s'adresse à son ami. Bien sûr, la princesse de Clèves n'a jamais existé.
Mais le duc de Nemours a bien existé, lui. Là, premier regard sur Madame de Lafayette. La Rochefoucauld lui sourit avec un peu d'arrière-plan, tu vois. Ce duc de Nemours disait que la plus propre recette pour jouir de ses amours était la hardiesse, et qu'ainsi il avait conquis plusieurs dames, moitié par force, moitié en jouant. De son côté, Madame de Lafayette le dévisage avec une intelligence froide. Non, en fait, le jeu, ça serait resté tout à fait immobile, il me semble. De ce libertin audacieux, j'ai fait un amant aussi délicat que passionné. L'art de l'adaptation, c'est savoir abréger, réduire, condenser, peut-être aussi adoucir ou supprimer les détails vulgaires ou grossiers. En effet, mais pourquoi avoir choisi le règne de Henri II, il y a plus d'un siècle, plutôt qu'un autre? Il nous fallait un prince galant, bien fait et amoureux. Pour amener le lecteur à songer à notre roi, Louis XIV. Enfin, un fond de libertinage sur lequel se détacherait l'honnêteté scrupuleuse de mon héroïne. Vous avez fourni un réel effort pour sortir de votre temps. Mais votre duc de Nemours, surabondant de courtoisie, et loin ils sont faux du réel duc de Nemours, séducteur, débauché, parjure. Madame de Lafayette accuse le coup, elle devient rêveuse, légèrement ironique. Je transpose, j'idéalise. Ce parti pris d'élégance ne va pas sans inconvénient. Vos personnages offrent un certain air de parenté avec ceux de Racine. Et... Elle le coupe là, net. Oh, pardon, on reprend. Vos personnages offrent un certain air de parenté avec ceux de Racine. Je laisse de côté tout ce qui fait la truculence plantureuse des écrivains du siècle dernier. En effet, j'évite de vous montrer le ventre d'Henri VIII d'Angleterre chargé de graisse. Ah oui, c'est très bien. Et vous gardez bien de nous informer que le duc d'Orléans avait l'œil gâté par la petite Vérole. C'est l'art de peindre en termes généraux afin d'atteindre à l'identité même de l'homme à travers tous les âges. Elle regarde l'exemplaire de la princesse de Clèves qui est devant elle, comme une invite à relire quelques passages de ce livre qu'ils ont sans doute écrit ensemble. Hein. Alors lui, il lui fait signe de commencer. Une dernière fois, je vous en supplie, de votre bouche, avec votre voix. Toi, commence la lecture du roman. Oui, la lecture avec lunettes. Oui. Première partie, la naissance de l'amour. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. Elle était une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissée sous la conduite de Madame de Chartres, sa mère, qui lui faisait souvent des peintures de l'amour. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. Attention, de bien lire, hein. Pas trop jouer. Elle regarde la Rochefoucauld qui lui sourit charmée. Vas-y, reprends. Madame de Chartres ne trouvait presque rien digne de sa fille. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, on fut surpris de sa grande beauté et surpris avec raison. Tous ses traits étaient réguliers et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un bijoutier italien. Le prince de Clèves arriva chez le bijoutier. Il fut tellement surpris de la beauté de cette jeune femme
qu'il ne put cacher sa surprise. Et elle ne put s'empêcher de rougir. Non, non, on ne dévoile pas encore son visage. Vas-y, la suite, s'il te plaît. Monsieur de Clèves la regardait avec admiration. Et il ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient. Il lui parut même qu'il était cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller. Et en effet, elle sortit assez vite. Allez, on enchaîne. Monsieur de Clèves se consola de la perdre de vue dans l'espérance de savoir qui elle était. Mais il fut bien surpris quand il sut qu'on ne la connaissait point. Il conta tout haut son aventure et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il avait vue mais qu'il ne connaissait point. Madame la Dauphine lui dit que c'était sans doute la fille de Madame de Chartres qui venait d'arriver à la cour et que s'il voulait revenir chez elle le lendemain, elle lui ferait voir cette beauté dont il était si charmé. On passe directement au jour suivant. Réception chez Mireille. Tu fais, Madame la Dauphine. Venez, monsieur de Clèves. Voyez si je ne vous tiens pas ma parole et si en vous montrant cette demoiselle, je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez. Remerciez-moi de lui avoir appris déjà l'inclination que vous aviez pour elle. Clèves s'approche de la jeune beauté. Je vous supplie, mademoiselle, de vous souvenir que j'étais le premier à vous admirer et que sans vous connaître, j'éprouve tous les sentiments de respect et d'estime qui vous sont dus. À partir de là, Clèves en devient raide amoureux et veut l'épouser. Monsieur de Clèves ne la voyait que chez les reines. Il était difficile d'avoir une conversation particulière. Il en trouva cependant les moyens. Il lui parla de son dessein, de sa passion, et il la pressa de lui faire connaître les sentiments qu'elle avait pour lui. Elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves. Tu peux ralentir, s'il te plaît? Et toi aussi, après, pour la réplique de La Rochefoucauld, ralentis, ralentissez. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur Qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était le prince de Clèves. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation et Madame de Chartres lui dit « Il y a tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves que si vous sentez votre inclination portée à l'épouser, j'y consentirai avec joie. » Sa fille lui répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, le prince de Clèves fit parler à Madame de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait. Et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer, en lui donnant le prince de Clèves. Quelque temps plus tard, après le mariage, Clèves, soucieux et pas vraiment heureux, tente de sonder délicatement le cœur de sa jeune femme. Et en même temps, c'est l'occasion pour La Rochefoucauld de sonder Madame de Lafayette. Tu comprends la conversation oblique. Vas-y. Est-il possible que je puisse n'être pas heureux vous ayant épousé? Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Il y avait l'injustice à vous plaindre.
Je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais. Il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. Il est vrai que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà. Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur, et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Vous ne sauriez douter que je n'ai de la joie de vous voir, et je rougis si souvent que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble. Je ne me trompe pas à votre rougeur. C'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur. Et je n'en tire que l'avantage que je dois en tirer. Cette jeune princesse ne savait que répondre, et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. De son côté, Madame de Chartres, sa mère, voyait bien que le prince de Clèves ne l'avait pas touché non plus que les autres. Pendant ce temps, le duc de Nemours, qui était à Bruxelles, se hâte de venir à la cour. Vas-y, c'est à toi. Continue le récit de La Rochefoucauld. Et ensuite, tu prendras Nemours. Dès le soir qu'il fut arrivé, le duc de Nemours alla chez le roi pour prendre ses ordres et ses conseils. Il alla ensuite chez les reines. La princesse de Clèves avait ouï parler du duc de Nemours comme ce qu'il y avait de mieux faire et de plus agréable à la cour. Elle passa tout le jour chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal. Le bal commença. Tout à coup, on entend un grand bruit du côté de la porte, comme si quelqu'un entrait avec fracas. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un pour la danse suivante, Le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, et qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de la beauté de Madame de Clèves que lorsqu'il lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand il commence à danser, on entend dans toute la cour des murmures de louanges. Essayez de parler sans crier au-dessus des murmures. Ils ne se sont jamais vus, et c'est assez étrange de les voir danser ensemble sans se connaître. Les reines les appellent quand ils sont finis et leur demandent s'ils n'ont pas envie de savoir qui ils sont et s'ils s'en doutent. Attention, pour la voix du jeune Nemours de... Monter un peu dans tes aigus, mais avec derrière toujours du sourire dans la voix. Et, si possible, un peu de prétention. Pour moi, madame, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Oh, je vous assure, Madame, reprit la princesse de Clèves, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, reprit Madame la Dauphine. Il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez, sans l'avoir jamais vu. Attention, on n'oublie pas que ce sont Lafayette et La Rochefoucauld qui lisent, hein. Retour au petit salon de lecture, s'il vous plaît. Le lendemain,
La princesse de Clèves vit le duc de Nemours, elle le vit jouer à la paume avec le roi, elle l'entendit parler. Le jour suivant, elle le vit toujours se rendre tellement maître de la conversation qu'il fit en peu de temps une grande impression dans son cœur. Il est vrai aussi que, comme Monsieur de Nemours sentait pour elle une inclination violente, qui lui donnait cet enjouement qu'inspirent les premiers désirs de plaire, il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être. De sorte que, se voyant souvent, et se voyant l'un et l'autre, ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. La passion de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées. Il allait souvent chez la reine Dauphine, parce que la princesse de Clèves y allait souvent. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux. Mais Madame de Chartres ne le voyait que trop. Elle jugeait bien le péril où était sa fille d'être aimée d'un homme fait comme Monsieur de Nemours. Elle se mit un jour à lui parler de lui, elle lui en dit du bien, et il mêla beaucoup de louanges empoisonnées sur la façon qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux et sur ceux qui ne se faisaient qu'un plaisir, et non pas un attachement sérieux du commerce des femmes. Là, on voit bien que les soupçons de la mère sont aussi ceux qui obsèdent Madame de Lafayette. Et comment les injonctions maternelles vont devenir les principes de la princesse. La princesse vit alors que les sentiments qu'elle avait pour le duc de Nemours étaient ceux que Monsieur de Clèves lui avait tant demandé. Trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait. Elle se sentit blessée, embarrassée. Cette pensée la détermina à conter à sa mère ce qu'elle ne lui avait point encore dit. Elle alla le lendemain matin dans la chambre de sa mère, mais elle trouva que sa mère avait un peu de fièvre, de sorte qu'elle ne voulut pas lui parler. Les jours suivants, la fièvre redoubla. Elle augmenta de manière considérable. Madame de Clèves ne sortait plus de la chambre de sa mère. Clèves, son mari, y passait aussi presque tous les jours. Mais Monsieur de Nemours, qui avait toujours eu beaucoup d'amitié pour le prince de Clèves, trouva le moyen de voir plusieurs fois Madame de Clèves en faisant semblant de chercher son mari. Il le cherchait même à des heures où il savait bien qu'il n'y était pas. Madame de Clèves ne put s'empêcher d'être troublée de sa vue et d'avoir pourtant du plaisir à le voir. Mais la maladie de Madame de Chartres empira et on commença à désespérer de sa vie. Madame de Chartres fait appeler sa fille. Ma fille, le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmente le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination.
Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari à vous emmener. Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans la suite que les malheurs d'une séduction. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. La princesse fond en larmes sur la main de sa mère. Son mari ne la quitte pas. Et aussitôt après la mort de Madame de Chartres, il l'emmena à la campagne. La princesse se trouva plus tranquille sur Monsieur de Nemours qu'elle n'avait quitté. Tout ce que lui avait dit sa mère en mourant et la douleur de sa mort avait fait une suspension à ses sentiments qui lui faisait croire qu'ils étaient entièrement effacés. La dauphine vient la voir à la campagne. C'était bien la voix enjouée que tu as pris tout à l'heure pour la dauphine, mais un peu plus noble quand même. La dauphine, qui n'est autre que Marie Stuart quand même. Bon, on va pas faire un cours d'histoire, mais bon, vas-y, la dauphine. Quelle... Madame de Clèves, ce que j'ai le plus envie de vous apprendre, c'est qu'il est certain que Monsieur de Nemours est passionnément amoureux et que ses amis les plus intimes non seulement ne sont point dans sa confidence, mais qu'ils ne peuvent deviner qui est la personne qu'il aime. Oh, ce duc est si changé qu'on ne le reconnaît plus. Et ce qui étonne davantage, c'est qu'on ne lui voit aucun commerce, ni aucune heure particulière où il se dérobe, de sorte qu'on croit qu'il n'a point d'intelligence avec la personne qu'il aime. Quel poison pour la princesse de Clèves que le discours de Madame la Dauphine. Le moyen de ne se pas reconnaître pour cette personne dont on ne savait point le nom. La dauphine et la princesse de Clèves reviennent à Paris. Nemours, qui espérait le retour de la princesse avec impatience, souhaita lui parler sans témoin. Il attendit pour aller chez elle l'heure où les dernières visites en sortiraient. La princesse était sur son lit, il faisait chaud, et la vue de Monsieur de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. Il s'assit vis-à-vis d'elle, avec crainte et timidité. Il demeura quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves était aussi stupéfaite, et ils gardèrent assez longtemps le silence. Enfin, Nemours prend la parole, presque timidement, avec une naïveté étonnée et sincère, prétentieuse. Les grandes afflictions et les passions violentes font de grands changements dans l'esprit. Et pour moi, je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement. Madame la Dauphine même en parlait encore hier. Il est vrai qu'elle l'a remarqué, et je crois lui en avoir ouï dire quelque chose. Je ne suis pas fâché, madame, qu'elle s'en soit aperçue, mais je voudrais bien qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir. Les femmes
juge ordinaire de la passion qu'on a pour elles, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de les éviter par peur de laisser paraître au public et quasi à elles-mêmes les sentiments que l'on a pour elles. Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement, c'est de n'avoir plus d'ambition ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupée de l'un et de l'autre. Elle ne savait que répondre. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Vous avez bien senti ici le discours sous-jacent, hein? C'est un peu leur histoire à eux aussi, non? Hein? Bon, on passe directement à la scène du portrait. La reine Dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les belles personnes de la cour pour les envoyer à la régente d'Écosse, sa mère. Le jour qu'on achevait celui de Madame de Clèves, Madame la Dauphine vint passer l'après-dîner chez elle. Nemours arriva aussi. Il ne laissait échapper aucune occasion de voir la princesse. Madame la Dauphine, qui avait demandé à Monsieur de Clèves le petit portrait qu'il avait de sa femme, voulut le voir auprès de celui que l'on achevait. Tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre. Madame de Clèves demanda au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure du portrait apporté par la Dauphine. Le peintre, pour lui obéir, ôta le portrait de la boîte où il était, et après y avoir travaillé, il le remit sur la table. Nemours souhaitait ardemment posséder le portrait de Madame de Clèves. Madame de Clèves aperçut par un des rideaux à demi fermés Monsieur de Nemours, le dos contre la table, et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait. Et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda à tout haut: Madame de Clèves, que regardez-vous? À ces paroles, Nemours se tourna. Il rencontra les yeux de Madame de Clèves. Il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle l'ait vu. Et il n'est pas impossible que jeune La Rochefoucauld n'ait dérobé le portrait de Madame de Lafayette. Bon, Nemours s'approche de la princesse et lui dit, troublé: Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. Et il s'en va. Le soir, on chercha le portrait. Comme on trouvait la boîte vide, on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait croire qu'il ne le pensait pas, presque en riant: vous avez sans doute quelque amant caché à qui vous avez donné ce portrait, ou qui l'aurait dérobé. Ces paroles firent une très vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves. Elle se souvenait de tout ce que sa mère, Madame de Chartres, lui avait dit en mourant et des conseils qu'elle lui avait donnés. Il lui sembla qu'elle devait avouer à son mari son inclination pour Monsieur de Nemours. Veux-je manquer Monsieur de Clèves? Veux-je me manquer à moi-même? Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour? Je suis vaincue par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus hier. Il faut marcher de la présence de Monsieur de Nemours. Il faut m'en aller à la campagne. Et si mon mari s'opiniâtre à l'empêcher, ou à en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferai-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre.
Quand M. de Clèves revint, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal, qu'elle avait besoin de prendre l'air, et que, pendant qu'il irait à Compiègne avec le roi, elle s'en alla à Coulommiers, où il possédait une belle maison, à une journée de Paris. M. de Clèves accepta. Elle y alla dans le dessein de n'en pas revenir si tôt. Nous, a une telle impatience de revoir la princesse qu'il décide d'aller chez sa sœur, Madame de Mercœur, qui elle aussi était à la campagne, assez près de Coulommiers. À ce mot de Coulommiers, sans réfléchir, il va à toute brique vers le château. Nemours découvre en arrivant une sorte de pavillon et voit venir par une allée du parc Monsieur et Madame de Clèves, accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Et là commence la deuxième partie. Deuxième partie, l'aveu de l'amour. Nemours ne s'attendait pas à trouver Clèves. Sa première réaction est de se cacher. Il entre dans le pavillon et pense ressortir par une porte ouverte sur la forêt. Mais voyant que la princesse et son mari se sont assis devant le pavillon, il ne résiste pas au plaisir de voir la princesse, ni d'écouter leur conversation. Attention, là commence la scène de l'aveu. On va la traiter comme un gros plan très intime. Chant contre chant, vous voyez? Très naturel. Vas-y, tu es Clèves, et Nemours est toujours caché. Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne. Je vous trouve même plus triste que de coutume. Je crains que vous n'ayez quelques sujets d'affliction. Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous, qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos n'est guère propre pour une personne de votre âge. Et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Oh, vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie. Madame, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seule que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. Ne me contraignez point à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en ai eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une personne de mon âge demeure exposée au milieu de la cour. Que me faites-vous envisager, madame? Eh bien, monsieur, je veux vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et mes intentions m'en donnent la force. Il est vrai que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Conduisez-moi. Ayez pitié de moi et aimez-moi encore, si vous pouvez. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour. Je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché, par la pensée qu'il était incapable de l'être, mais cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant.
Par cet aveu, vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais madame, achevez. Et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander. Je suis résolue de ne vous le pas dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. Madame, encore une fois, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. Vous m'empresseriez inutilement. J'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été fait par faiblesse. Il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour la cacher. Nemours, toujours caché, ne perd pas une parole. Et il ne pardonne pas à Clèves de ne pas obliger sa femme de lui dire ce nom. Il me semble que vous devez être content de ma sincérité, puisqu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments, et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. Madame, je ne vous saurais croire. Je me souviens de l'embarras où vous fûtes, le jour que votre portrait se perdit. Vous avez donné, madame. Vous avez donné ce portrait qui m'était si cher. Vous n'avez pu cacher vos sentiments, vous aimez, on le sait. Votre vertu vous a jusqu'ici garanti du reste. Est-il possible que vous puissiez penser qu'il y ait quelque déguisement dans un aveu comme le mien qu'aucune raison ne m'obligeait à vous faire? Croyez, je vous en conjure, que je n'ai point donné mon portrait. Il est vrai que je l'ai vu prendre, mais je ne voulais pas faire paraître que je le voyais de peur de m'exposer à me faire dire des choses que l'on ne m'a pas encore osé dire. Par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait? Quelle marque de passion vous a-t-on donné? Épargnez-moi la peine de vous redire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Vous avez raison, madame, je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses, mais ne vous offensez pourtant pas si je vous les demande. Un gentilhomme avertit Clèves qu'il vient le chercher de la part du roi. Clèves rentre à Paris et demande fermement à sa femme de le rejoindre le lendemain. Bon, on fait une pause. Et on revient à nos protagonistes initiaux, Lafayette et La Rochefoucauld. Parce que c'est aussi la vraie histoire de Lafayette et de La Rochefoucauld, cette demande pressante du mari pour connaître le nom de l'amant. En tout cas, leur histoire d'amour, amitié a vraiment existé. Et leurs écrits à quatre mains aussi, d'ailleurs. Lafayette a pratiquement vécu ce que vit la princesse, un mari âgé qu'elle estime sans aimer. Un prétendant, d'abord grand séducteur, et qui va finir par devenir fidèle. Non, aucun historien n'a vraiment pu démêler le vrai du faux dans les rapports de Lafayette et La Rochefoucauld. La personnalité de Madame de Lafayette est limpide, en apparence, mais mystérieuse quand on essaie de sonder le fond. Il faut savoir que ses amis l'appelaient le brouillard. Alors, merci d'entrer dans la nébuleuse. À toi, La Rochefoucauld. Et n'oubliez pas d'enlever vos lunettes. À la suite de la lecture l'autre soir chez Madame de Sablé, la discussion a été fort vive. Oui, on me l'a rapporté. Savez-vous que l'on est partagé sur ce livre-là, à se manger? C'est surtout cette scène de l'aveu qui a suscité les commentaires les plus passionnés. C'est le nœud même de l'ouvrage, cette confession héroïque et folle. La hardiesse de la scène a provoqué une sorte de stupeur. Monsieur Bussy-Rabutin
ne s'est pas gêné pour s'écrier haut et fort. L'aveu de Madame de Clèves à son mari est extravagant. Il a sans doute été inspiré à l'auteur par le désir ridicule de se distinguer. Quelqu'un a aussi signalé un roman de Madame de Villedieu, Les désordres de l'amour, je crois, qui ont quelque rapport avec l'histoire de Madame de Clèves. Oh, quoi qu'on en dise, avec ce roman sans couleur, nous sommes fort loin de la princesse de Clèves, où l'aveu, point culminant du livre, a été l'objet d'une savante préparation. D'ailleurs, j'invite les lecteurs à prendre parti et à déclarer si la vertueuse Madame de Clèves eut tort ou raison d'avouer à son mari sa passion pour Monsieur de Nemours. D'autres, que j'éviterai de nommer, glosent sur vous ici, rue de Vaugirard, votre mari en Auvergne, mes visites quotidiennes chez vous depuis toutes ces années. Et puisque le livre a été édité sans nom d'auteur, ils ont allé jusqu'à me poser directement la question. Votre chère amie, Madame de Lafayette, et vous-même, vous ne seriez pas pour quelque chose dans la composition de ce roman? Mais ils veulent des scènes violentes, des drames intimes, des vies impossibles. Je hais, comme la mort, que les gens puissent croire que j'ai des galanteries. Laissez-les dire. Vous avez réformé mon cœur. Et moi, vous m'avez donné de l'esprit. Bien! Bravo! On y croit. Oui, mais alors, pour le film, on aura des costumes d'époque. Oh, les femmes avec leurs costumes. Je sais pas, peut-être, on verra. Mais là, pensez à Looking for Richard. Ou Pirandello. Mais revenons, s'il vous plaît, aux conséquences de l'aveu. Lorsque Madame de Clèves demeura seule, qu'elle regarda ce qu'elle venait de faire, elle en fut si épouvantée qu'à peine put-elle s'imaginer que ce fût une vérité. Elle trouva qu'elle s'était creusé un abîme dont elle ne sortirait jamais. Mais quand elle venait à penser que ce remède, quelque violent qu'il fût, était le seul qui la pouvait défendre contre Monsieur de Nemours, elle trouvait qu'elle ne devait point se repentir. Enfin, le calme revint dans son esprit. Elle trouva même de la douceur à avoir donné ce témoignage de fidélité à un mari qui le méritait si bien. Cependant, Monsieur de Nemours était sorti du lieu où il avait entendu une conversation qui le touchait si sensiblement, et s'était enfoncé dans la forêt. Ce qu'avait dit Madame de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie, en lui faisant connaître que c'était lui qu'elle ne haïssait pas. Il s'abandonna d'abord à cette joie, mais elle ne fut pas longue quand il fit réflexion que la même chose qu'il venait d'apprendre et qu'il avait touché le cœur de Madame de Clèves le devait persuader aussi qu'il n'en recevrait jamais nulle marque. Il sentit pourtant un plaisir sensible de l'avoir réduite à cette extrémité. Trouva de la gloire à s'être fait aimer d'une femme si différente de toutes celles de son sexe. La nuit étant arrivée, Nemours a du mal à retrouver son chemin. À Paris, le prince de Clèves alla trouver le roi. Et ce qui l'occupait le plus, c'était l'envie de deviner celui qui avait su plaire à son épouse. Nemours lui vint d'abord à l'esprit,
le chevalier de Guise, et le maréchal de Saint-André. Il pensa que c'était forcément l'un des trois. Ayant obligé sa femme de revenir à la cour à Paris, il veut voir de ses yeux la preuve vivante de l'aveu. Madame, je n'ai nulle inquiétude de votre conduite. Vous avez plus de force et de vertu que vous ne pensez. Je ne suis affligé que de vous voir pour un autre des sentiments que je n'ai pu vous donner. Épargnez-moi, je vous en conjure, de si cruelles conversations. Réglez ma conduite. Faites que je ne vois personne, c'est tout ce que je vous demande. Vous avez raison, madame. J'abuse de votre confiance. Mais songez que quoi que vous m'ayez dit, vous me cachez un nom qui me donne une curiosité avec laquelle je ne saurais vivre. Et je crois que celui que je dois envier est le maréchal de Saint-André, le duc de Nemours, le chevalier de Guise. Je ne vous répondrai rien. Et je ne vous donnerai aucun lieu par mes réponses de diminuer ni de fortifier vos soupçons. Trouvez bon que sous le prétexte de quelque maladie, je ne vois personne. Bon, madame, on démêlerait bientôt que ce serait une chose supposée. Et de plus, je ne me veux fier qu'à vous-même. De l'humeur dont vous êtes, en vous laissant votre liberté, je vous donne des bornes plus étroites que je ne pourrais vous en prescrire. Clèves ne se trompe pas, c'est un malin. Les bornes sont là, effectivement. La princesse inflige des principes bien plus sévères qu'aucune contrainte maritale. Réception chez les reines. Un soir, que monsieur et madame de Clèves étaient chez la reine, quelqu'un dit que le bruit courait que le roi nommerait encore un grand seigneur de la cour pour aller conduire, avec le prince de Clèves, madame Élisabeth, sœur du roi, en Castille, pour qu'elle rencontrât enfin son mari, Philippe II, roi d'Espagne. Le prince de Clèves avait les yeux fixés sur sa femme, pendant qu'on ajoutait que ce serait peut-être le chevalier de Guise, ou le maréchal de Saint-André. Il vit qu'elle ne réagissait pas au tenant. Il comprit que pas un des deux n'était celui dont elle craignait la présence. Clèves veut en finir avec ses soupçons, alors il sort un moment, revient avec sa femme et lui dit « Oh, je viens d'apprendre que ce serait monsieur de Nemours qui ira avec nous en Espagne. » C'est un choix bien désagréable pour vous que ce duc. Il partagera tous les honneurs. Et vous devriez essayer de faire choisir quelque autre. Ce ne sont pas les honneurs, madame, qui vous font appréhender que monsieur de Nemours ne vienne avec moi. Le chagrin que vous en avez vient d'une autre cause. Et ce chagrin m'apprend ce que j'aurais appris d'une autre femme par la joie qu'elle en aurait eue. Mais ne craignez point, ce que je viens de dire n'est pas véritable. Je l'ai inventé pour m'assurer d'une chose que je ne croyais déjà que trop. Monsieur de Nemours était de tous les hommes celui que je craignais le plus. Je vois le péril où vous êtes. Il y a du pouvoir sur vous. Je vous le demande, non comme un mari, mais comme un homme dont vous faites tout le bonheur. Il reste quelque temps sans rien dire et se sépare. Madame de Lafayette regarde Monsieur de la Rochefoucauld, qui la regarde à son tour. Silence. La porte-fenêtre s'ouvre. Silence. Troisième et dernière partie. Mort de l'amour. Madame de Clèves, feignant d'être malade, pria son mari de trouver bon qu'elle ne suivît point la cour à Chambord et qu'elle s'en allât à Coulommiers pour prendre l'air.
Clèves n'eut pas de peine à consentir à une chose qu'il avait déjà résolue. Il voyait bien que la prudence ne voulait pas qu'il l'exposât plus longtemps à la vue d'un homme qu'elle aimait. De plus, le duc de Nemours, suivant le roi comme lui, il avait la tranquillité de savoir qu'il ne serait pas au même endroit que sa femme. À Coulommiers, la princesse retrouve Madame de Mercœur, sœur de Nemours. La liberté de se trouver seule la nuit dans le plus beau lieu du monde ne laissait pas finir la conversation entre deux jeunes personnes qui avaient des passions violentes dans le cœur. Et quoiqu'elle ne s'en fisse point de confidence, elle trouvait un grand plaisir à se parler. Puis Madame de Mercœur partit pour Chambord, où la cour était alors. Elle avait trouvé Coulommiers si admirable qu'elle en décrivit toutes les beautés, et notamment ce pavillon de la forêt, où Madame de Clèves prenait tant de plaisir à se promener seule une partie de la nuit. Monsieur de Nemours, qui connaissait assez le lieu pour entendre ce qu'en disait sa sœur, pensa qu'il n'était pas impossible qu'il eût pu voir Madame de Clèves sans être vu que d'elle. Il fit quelques questions à sa sœur pour s'en éclaircir encore, mais pendant ce temps, Monsieur de Clèves, qui pendant tout ce temps n'avait jamais cessé de regarder Monsieur de Nemours, crut voir ce qui lui passait dans l'esprit, en sorte qu'il ne douta point qu'il n'eût le dessein d'aller voir sa femme. Il ne se trompait pas dans ses soupçons. Il résolut de se fier à un gentilhomme qui était à lui ordonna de partir sur les pas de Monsieur de Nemours, de l'observer exactement, de voir s'il n'irait point à Coulommiers. À Coulommiers, le gentilhomme de Clèves suit Nemours et le voit entrer dans le jardin. Madame de Clèves, s'étant doutée que Monsieur de Nemours pourrait venir, demeurait dans son cabinet, sans sortir dans le jardin. Elle crut entendre un bruit, tourna la tête et rentra avec précipitation dans le lieu où étaient ses femmes. Nemours, voyant qu'on fermait les portes, n'espéra plus la voir. Il ne put malgré tout se décider à quitter un lieu où elle était si souvent, et il passa la nuit entière dans le jardin. Le lendemain, il attendit la nuit avec impatience et entra de nouveau dans le jardin. Toutes les portes étaient fermées, il n'y avait point de lumière, mais il ne put se résoudre à partir. Et il passa une deuxième nuit dans le jardin. Le gentilhomme, ayant tout observé, revient pour rendre compte de son voyage. Dès qu'il le vit, Clèves jugea par son visage et par son silence qu'il n'avait que des choses terribles à lui apprendre. Il resta quelque temps saisi, la tête baissée, sans pouvoir parler, puis il lui fit signe. « Allez, je vois bien ce que vous avez à me dire, mais je n'ai pas la force de l'écouter. » Je n'ai rien à vous apprendre sur quoi on puisse se faire de jugement assuré. Il est vrai que M. de Nemours est entré 2 nuits de suite dans le jardin. C'est assez. C'est assez. Je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement. Le gentilhomme laisse Clèves. Le prince de Clèves ressentit dans le même temps la douleur de l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompé par sa femme. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si fortes poussées que sa maladie en devint très dangereuse. On en donna avis à Madame de Clèves, elle vint de suite. Quand elle arriva, il était encore plus mal. Elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Un des derniers jours de son mal, le prince de Clèves, après une très mauvaise nuit, lâché par les médecins, dit qu'il veut se reposer. Mais Madame de Clèves, qui avait beaucoup d'inquiétude, s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit, le visage tout couvert de larmes. Vous versez bien des pleurs, madame.
pour une mort que vous causez et qui ne peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches. Mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers eût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez si votre vertu n'a pu y résister? Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris? J'eusse peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez Monsieur de Nemours. Adieu, madame. Vous regretterez quelques jours un homme qui vous aimait d'une passion véritable. Mais ma mort vous laissera en liberté. Vous pourrez rendre Monsieur de Nemours heureux sans qu'il vous en coûte des crimes. Qu'importe ce qui arrivera quand je ne serai plus. Il faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux. Moi, des crimes, la pensée même m'en est inconnue, et je n'ai jamais fait d'action dont je m'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. Eussiez-vous souhaité que j'eusse été témoin des nuits que vous avez passées avec Monsieur de Nemours? Ah, madame, est-ce de vous dont je parle quand je parle d'une femme qui a passé des nuits avec un autre homme? Oh, monsieur, non, ce n'est pas de moi de vous parler. Je n'ai jamais passé de nuit ni de moment avec Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours n'a-t-il pas été à Coulommiers? N'a-t-il pas passé 2 nuits avec vous dans le jardin de la forêt? Si cela mon crime, il m'est aisé de me justifier. Je ne vous demande point de me croire, mais croyez tous vos domestiques. Elle lui raconte ensuite comment, effectivement, elle a cru voir quelqu'un dans le jardin. Elle lui avoue qu'elle a cru que c'était Monsieur de Nemours. Je ne sais si je me dois laisser aller à vous croire. Vous avez éclairci trop tard. Et puis-je encore avoir la consolation de penser que la mémoire vous sera chère et que... Il s'arrête. Il ne peut plus parler. Il meurt. Madame de Clèves demeura dans une affliction si violente qu'elle en perdit quasi l'usage de la raison. La reine la vint voir avec soin et la mena dans un couvent sans qu'elle sût où on la conduisait. Puis on la mena à la cour, à Paris, qu'elle n'était pas encore en état de sentir distinctement sa douleur. Après plusieurs mois, elle reste toujours dans cette prostration.
Alors, Nemours va tenter quelque chose, puisqu'il n'y a plus rien qui l'oblige à se retenir. Il entre chez elle comme par hasard. Elle est extrêmement surprise de le voir. Elle rougit. Il reste quelque temps sans rien dire. Enfin, Nemours rompt le silence. Ne craignez rien, madame. Personne ne sait que je suis ici. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. Si ce n'est par bonté, que ce soit du moins pour l'amour de vous-même. Je n'oserais croire, madame, que vous ignoriez ma passion et que vous ne la connaissiez pour la plus véritable et la plus violente. Puisque vous voulez que je vous parle et que je m'y résous, je le ferai avec sincérité. Je ne vous dirai point que je n'ai pas vu l'attachement que vous avez eu pour moi. Je vous avoue, donc, non seulement que je l'ai vu, mais que je l'ai vu tel que vous pouvez souhaiter qu'il m'ait paru. Si vous l'avez vu, madame, est-il possible que vous n'en ayez point été touchée? Oserais-je vous demander s'il n'a fait aucune impression dans votre cœur? Vous avez dû en juger par ma conduite, mais je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé. Tout ce que j'ai pu vous apprendre, c'est que je désirais ardemment que vous n'eussiez point avoué à monsieur de Clèves ce que vous me cachiez. Comment avez-vous pu découvrir que j'avouais quelque chose à mon mari? Je l'ai appris par vous-même, madame, mais pour me pardonner la hardiesse que j'ai eue de vous écouter, souvenez-vous si j'ai abusé de ce que j'ai entendu. Il commence à lui raconter comment il a entendu son aveu à Clèves, caché dans le pavillon de Coulommiers. La Rochefoucauld n'aurait-il pas perçu ce même aveu à son mari de la part de Madame de Lafayette, hein? Oh, pardon, continue avec tous les sous-entendus possibles. Puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher, je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus devant que de vous avoir vu et dont j'avais même si peu d'idées. Je vous fais cet aveu dans un temps où je le puis faire sans crime et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments. Croyez-vous, madame, que je n'expire pas à vos pieds de joie et de transport? Je ne vous apprends que ce que vous ne saviez déjà que trop. Madame, quelle différence de le savoir par un effet du hasard ou de l'apprendre par vous-même et de voir que vous voulez bien que je le sache. Il est vrai que je veux bien que vous le sachiez, que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne le dis pas plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous, car enfin, cet aveu n'aura pas de suite et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Madame, il n'y a plus de devoir qui vous lie. Vous êtes en liberté. Je crois savoir que monsieur de Clèves m'a cru plus heureux que je n'étais. Les soupçons que lui a donnés votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. Je sais bien que ce n'est pas la même chose à l'égard du monde. Mais au mien, il n'y a aucune différence. Puisque je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi. Madame, quel fantôme de devoir opposez-vous à mon bonheur? Je vais passer par-dessus toute la retenue que je devrais avoir, mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que personne n'aurait sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble, mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion? Monsieur de Clèves était peut-être
l'unique homme capable de conserver de l'amour dans le mariage. Peut-être aussi que sa passion n'avait subsisté que parce qu'il n'en avait pas trouvé en moi, mais je n'aurais pas le même moyen de conserver la vôtre. Je crois même que les obstacles ont fait votre constance. Madame, vous me faites trop d'injustice. Toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Je vous croirai toujours aimé et amoureux, et je ne me tromperai pas souvent. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises. Croyez-vous le pouvoir, madame? Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire? Je n'espère pas surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Je me priverai donc de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Oh, pourquoi la destinée nous sépare-t-elle par un obstacle si invincible? Madame, il n'y a point d'obstacle. Vous seul vous imposez une loi que ni la vertu ni la raison ne vous sauraient imposer. Il est vrai que je sacrifie beaucoup un devoir qui ne subsiste que dans mon imagination. Attendez ce que le temps pourra faire. Dieu, voici une conversation qui me fait honte. Nemours se résout à s'en aller aussi, sans tenter de la revoir. Madame de Clèves se retire dans une maison religieuse. Quand Nemours l'apprit, il fit écrire la reine, mais tout fut inutile. Nemours décida alors d'y aller lui-même. Elle lui fit dire qu'il ne lui restait aucun sentiment. Nemours perdit toute espérance. Et des années entières s'étant passées, le temps, l'absence, ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables. Oui, elle intègre en quelque sorte la loi non écrite, comme disent les psys. Ou alors, elle a peut-être choisi sa seule liberté. Bon. À la fin de la lecture de ce roman, Madame de Lafayette pose son livre, Monsieur de La Rochefoucauld également le sien. Ému, il se regarde en silence. La porte-fenêtre s'ouvre. Il reste pétrifié. Elle a comme un frisson. J'ai froid. Ne bougez pas, cher ami. Je vais aller chercher votre châle dans le bosquet. Non, il n'y a pas de châle. Tu prends cette écharpe, ça fera l'affaire. J'ai une extrême satisfaction à lire avec une personne d'esprit, car on y réfléchit à tout moment sur ce qu'on lit. Et il se forme en dessous, comme à l'intérieur de nous, une sorte de conversation la plus agréable et la plus utile. Il y entre comme de la douceur, hein, plutôt que de la flamme ou de l'illusion, une sorte de consolation réciproque, non? J'aime mieux, et de loin, la conversation des femmes que celle des hommes. On y trouve en effet cette sorte de douceur qui ne se rencontre point parmi nous. Elles osent s'avancer avec une telle franchise. Elle se dégage de lui et elle sort le livre des Maximes de La Rochefoucauld de sa bibliothèque. Ah, attends, ne bouge pas, je te le donne.
avec les lunettes. Pourtant, j'ai trouvé dans vos maximes quelques tournures qui nous prouvent que vous n'avez rien à nous envier du côté de la sincérité. Il en est du véritable amour, comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle. Mais peu de gens en ont vu. Ou encore Les femmes qui ne veulent pas paraître coquettes, et les hommes d'un âge avancé. qui ne veulent pas être ridicules ne doivent jamais parler d'amour comme d'une chose où ils puissent avoir part. Elle le regarde intensément, mais La Rochefoucauld ne lui avouera pas les propos moqueurs de Madame de Scudéry, entendus la veille dans le salon où il se trouvait. Monsieur de La Rochefoucauld et Madame de Lafayette ont fait un roman des galanteries de la cour de Henri II, qu'on dit être admirablement bien écrit. Ils ne sont pas en âge de faire autre chose. Moi qui connais tout, de la force et de la délicatesse de l'amour, si jamais je viens à aimer, ce sera assurément de cette sorte. Mais de l'état où je suis, et vu mon grand âge, je ne pense pas que cette connaissance que j'ai passe jamais de l'esprit au cœur. Eh bien, qu'importe. Nous en ferons des livres. Très bien. Oh, c'est la fin de leur dialogue. Mais attendez, je pense que dans le film, oui, on verra en superposition de vos visages, on verra la princesse s'éloigner dans une allée d'un grand parc, se fondre dans la brume du paysage et disparaître peu à peu. Donc nous, on la verra jamais pour de vrai, la princesse. Mais c'est ça la beauté du projet. Ne jamais la représenter vraiment. Écoutez, je vous avoue que j'hésite encore. Et je sais pas, je réfléchis. On verra. Mais là, il y a tout ce qu'il faut pour écrire le film. Bon, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui, non ?